qui me disait, la photographie, c'est un art. C'est mieux qu'un art. C'est le phénomène solaire où l'artiste collabore avec le soleil. Je suis aujourd'hui avec le très lumineux Frédéric Grimaud. Frédéric, bonjour. Bonjour Marie, ça va bien et vous? Ben, ça va très bien. Alors Frédéric, vous êtes photographe, pilote de drone et vidéaste hébrétien. Oui, tout à fait. Alors vous avez un CV qui est plutôt bien rempli. Entre autres, on va pas tout dire, mais vous avez donc organisé des ateliers photo à la MJC d'Évreux. Vous avez réalisé un reportage photographique sur le bien vieillir pour le magazine du département de l'Eure qui s'appelle Tandem. Vous avez aussi fait des reportages photographiques en Inde, au Népal, au Laos, au Pérou, et vous avez organisé beaucoup d'expositions photographiques. On peut trouver vos travaux dans certaines revues comme Télérama, VSD, GeoAdo ou encore Le Pèlerin. C'est difficile de vous attribuer un style puisque vous faites aussi bien du noir et blanc que de la couleur, du portrait comme du paysage. Vous faites aussi bien de l'urbex que des photos de mariage ou de l'abstrait comme du concret. Alors, vous êtes l'auteur. Oui, pardon. De l'argentique et du numérique aussi. Alors, ça faisait partie des questions que j'allais vous poser après. Mais c'est pas grave, on en reparlera. Oui, Vous êtes l'auteur donc de plusieurs livres que vous avez auto-édités, oui. notamment donc La mauvaise herbe urbaine que vous avez donc réalisé avec un dénommé La Boucle, qui vous Ouais, c'est avez ça. dit, vous pouvez nous le montrer peut-être. Ah ouais, donc il est là, La mauvaise herbe urbaine. Donc c'est un livre qui est épuisé malheureusement, on ne peut plus se le procurer. Il y a des photos de graphes et des photos de friches aussi. Donc plutôt industriel dans ce livre. D'accord. Donc voilà, c'est un livre qui est assez épais. Voilà, là, des photos de friches par exemple. Et vous ne comptez pas le rééditer. Non, celui-là, on l'a fait en 400 exemplaires et puis non, on le réédite pas. En tout cas, pas du tout sous cette forme-là pour l'instant et il n'y a pas de projet pour l'instant avec Olivier La Boucle. D'accord. Euh, peut-être, Euh, oui. non, je disais peut-être plus tard, on verra. Vous avez aussi donc réalisé le livre qui s'appelle Sam Merveille, un livre sur les enfants des rues de Katmandou, réalisé avec Alexia Fourneau pour la photo et avec Bertrand Midol pour le texte. C'est ça. Alors lui, il a été fait en 2010 et ça raconte l'histoire de Sounil, un jeune enfant des rues qui se retrouve à, on va dire, 14 ans, peut-être 14 ans, voire un petit peu moins, dans les rues et qui est recueilli par une association française qui s'appelle Pomme Cannelle, qui est directement basée à Katmandou. D'accord. Alors plus près de nous, vous avez fait un livre aussi sur les usines de Navarre. Donc pour ceux qui n'habitent pas Évreux, je tiens à préciser que Navarre est un quartier d'Évreux. Donc un livre qui a été fait en collaboration avec la région Haute-Normandie, avec l'Amicale de Navarre, mais aussi avec l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. Et enfin aussi avec la collaboration des archives municipales d'Évreux. Vous avez donc à cette occasion travaillé et rencontré Gilles Leblond, qui est donc le chef de service des archives, mais aussi le conservateur de la médiathèque d'Évreux. C'est ça. Oui, oui, ils m'ont ouvert très gentiment leurs portes et leurs archives. Il y a des étagères vraiment énormes avec des anciens documents, des anciens livres de comptes. Donc oui, ça m'a bien aidé pour réaliser ce livre. Alors, il y a des photos de 1905 jusqu'aux usines en friche, en fait. D'accord. Donc, ça retrace l'histoire avec des photographies numériques, argentiques, en drone aussi. Donc, c'est assez complet. Enfin, c'est même très complet, on peut le dire. C'est très complet, c'est très parfait. Et puis, vous avez fait deux autres tout seul, sans personne, Oui, comme un grand, un livre sur le Népal, donc des photos entre 2007 et 2015. oui, tout à fait. Très belles photos du Népal. Vous Alors, étiez là juste après, au moment du tremblement de terre, je crois. Hein.
Voilà, exactement. Je m'y suis rendu après le 25 avril 2015, donc suite au tremblement de terre qu'il y a eu. Et donc c'est un livre vraiment sur le quotidien des Népalais, donc ses portraits, paysages et scènes de vie, avec un petit peu de photos du séisme, mais très peu parce que je voulais vraiment rendre hommage à un peuple qui est très digne et très simple, que j'aime beaucoup. Et donc, les bénéfices de ce livre sont reversés à deux associations qui aident les Népalais, à la fois dans la reconstruction et dans l'éducation. D'accord. Et alors, plus récemment, vous avez fait un livre qui s'appelle Mon smartphone et moi, un voyage au quotidien. Un titre un petit peu surprenant. Racontez-nous ça. Oui, c'est un petit livre en fait qui fait 12 cm sur 18. Et ça fait longtemps que je fais des photographies avec mes différents téléphones. Pour moi, c'est un petit peu, c'est comme un jouet pour grands. Je redécouvre des cadrages, je fais des photographies en macro, en abstrait, en superposition avec des petites applications gratuites, enfin des belles applications gratuites sur smartphone. Et j'ai eu envie de regrouper toutes ces photographies depuis, on va dire, 2012, il me semble, avec 7 thèmes différents. Donc noir et blanc aussi, couleur, et donc tout au téléphone. Donc, en fait, ça veut dire qu'on peut faire de très très belles photos sans avoir l'appareil photo dernier cri qui coûte très cher. Ah bah oui, bien sûr, heureusement. Il y a un photographe qui disait le meilleur appareil qu'on puisse avoir, c'est celui qu'on a sur soi. Donc, peu importe lequel. D'accord. Et alors, en plus de tout ça, à vos heures perdues, vous êtes animateur radio sur Principe Actif, donc une radio hébrutienne. C'est le mardi soir, je crois, un mardi sur deux, et ça s'intitule Le pire reste à venir. Alors, oui, c'est ça, mais c'est une émission entre 8 h et 9 h du matin. Et donc, une fois sur deux, voilà, je fais des chroniques sur des thématiques qui me parlent. J'écris parfois des poèmes ou des textes. Parfois, je parle d'un sujet comme les arbres, comme le dos qu'on a. Voilà, c'est assez varié et puis je me donne pas de limite en fait. Je me donne pas de thématique non plus très ciblée. J'aime bien être libre et puis faire les choses un petit peu au dernier moment parfois, pas tout le temps, mais voilà, c'est Un important peu aussi. en photo. Un Pardon? peu en photo. Ouais, c'est ça. Alors, j'aimerais savoir, Frédéric, est-ce que devenir photographe, c'était un rêve d'enfant? Alors pas du tout. Loin de là. Non, 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 j'ai commencé la photo à 22 ans de mémoire et ma mère et mon grand-père faisaient de l'argentique quand même quand j'étais enfant. Donc je les ai toujours vus avec des boîtiers vraiment costauds, lourds, encombrants, et puis avec des pellicules donc qu'on appelle film photographique, donc argentique, hein, noir et blanc ou couleur. Mais non, non, je voulais être footballeur, pilote d'hélicoptère, acteur. Enfin, c'est passé par tout et rien du tout. Donc, Ça peut encore venir, hein, ça y est, on a lancé la. pardon, Ça peut encore arriver, on ne sait jamais. pilote d'hélicoptère, ça m'étonnerait. Donc non, c'est une révélation qui m'est tombée dessus, un petit peu comme la batterie. Du jour au lendemain, je me suis dit, tiens, j'ai assez d'argent pour acheter un réflexe. Et c'est parti. C'était parti comme ça. Mes copains se moquaient parce que je leur disais que je voulais être photographe et ils ne me prenaient pas au sérieux. Et puis, quelques années plus tard, c'est arrivé. Donc C'était ça fait. quoi votre première série de photos? Vous vous rappelez? Euh, c'était du paysage et beaucoup de matière déjà à l'époque, de textures de troncs d'arbres, de mousse, de forêt, voilà, de glace aussi dans les champs. Beaucoup de choses comme ça. Et je cherchais déjà à l'époque, en fait, j'avais mon studio argentique dans ma cuisine à Netreville. J'avais pas tout à fait le noir, mais je travaillais quand même dedans. Et puis, en fait, en 99, parce que j'ai commencé en 97, en 99, j'ai fait une photographie, mais sans pellicule,
avec mon agrandisseur. Et en fait, quelques années plus tard, j'ai eu la chance d'avoir un premier prix à Los Angeles. Donc, ça fait plaisir de commencer sans rien connaître et de sortir une image qui se différencie. Vous avez un photographe qui vous a influencé ou pas du tout? Ouais, il y en a plein. Il y a évidemment tous les photographes qu'on connaît, Cartier-Bresson, Doisneau. Moi, j'aime beaucoup, je me rappelle qu'en 99, non, en 2009, pardon, bon, c'est pas si vieux que ça, hein, mais quand je démarchais en photographie pour avoir du travail, j'étais tombé dans une entreprise sur un livre d'un grand photographe qui s'appelle Kadir Van Looijen, qui fait partie d'une grande agence photo qui s'appelle l'agence Vue. Et en fait, j'ai adoré vraiment son style et ses scènes de vie en noir et blanc. Donc, il est allé en Inde, il est allé au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Vous voyez, des photographies comme ça sur le Gange, ça m'a énormément parlé et voilà, j'ai eu envie de me mettre un petit peu au photoreportage aussi grâce à lui. D'accord. Et devenir pilote de drone, pour vous, c'était une continuité évidente finalement? Évidente, ça dépend à quel moment, mais non, ça n'a pas toujours été évident. Non, non, c'est arrivé tard aussi. En fait, j'ai passé mon brevet de pilote en février 2018, donc c'est très récent. Non, j'avais envie de différencier, j'avais envie de compléter en fait mes propositions de travail. J'avais envie de m'élargir. Et puis, je me suis dit que ce serait peut-être aussi une manière enfantine ou entre guillemets comme un jouet, de travailler avec un jouet, comme quand on était enfant avec des voitures radio télécommandées. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment très pro et c'est pas un jouet en fait. Je crois qu'on peut voir les vidéos que vous faites avec vous avez une chaîne YouTube. Hein. Oui, oui, j'ai une chaîne YouTube qui a mon nom. Donc, vous pouvez aller voir. C'est aussi sur mon site internet, dans la rubrique vidéo. Voilà, mon site, entre guillemets, c'est frédéric-grimaud.com. Facile à trouver. Vous avez fait donc un livre, on en parlait tout à l'heure, sur les anciennes usines de Navarre. Donc, elles font bien sûr partie du patrimoine industriel, social et historique de la ville, et d'où leur intérêt. Mais est-ce que c'était aussi pour vous l'occasion de surfer sur la vague de l'urbex? C'est très à la mode en ce moment. Alors, c'est à la mode, mais moi, j'ai commencé quand c'était pas tout à fait à la mode, en 2005, avec justement la boucle. Le mouvement commençait juste à naître et le mot urbex n'existait pas à l'époque, de mémoire. Vous pouvez Euh, dire ce que ça veut dire pour ceux qui ne connaîtraient pas? oui, oui, oui. Alors oui, moi, je parle pas beaucoup de ce mot urbex en fait. Je parle de photographie dans des lieux abandonnés. L'urbex, c'est tendance, c'est un peu comme le skateboard, c'est mode, c'est fashion. J'aime pas trop utiliser ces mots-là. Parce que en plus, moi, l'urbex, comme vous dites, c'est plutôt un travail sur la mémoire en fait du passé et l'architecture aussi des lieux, qui donnera lieu à une grande exposition l'année prochaine avec deux amis, Dag et Rémi Brumand-Varly. Donc, c'est un travail plus poussé et plus réfléchi que de l'urbex pur et dur, pur et simple. D'accord. Moi, je me demandais, vous avez fait donc beaucoup de livres sur les pays étrangers, enfin beaucoup. Vous avez en tout cas fait un très beau livre sur le Népal. Pourquoi, par exemple, ne pas avoir fait un livre sur Haïti, où vous étiez aussi présent, je crois, lors du tremblement de terre? Pourquoi ne pas avoir fait un livre sur le Pérou, où vous avez passé 3 mois en résidence? Comment vous faites ce choix-là? Pourquoi c'est simple, déjà, on ne peut pas tout faire, enfin, je ne peux pas tout faire. Non, mais comment vous choisissez justement? Comment Oui, vous mais sélectionnez? euh, je choisis vraiment au coup de cœur, au feeling et à ce que je ressens, ce que j'ai envie de faire passer comme message, comme image.
À Haïti, j'ai aidé différemment qu'un livre. Le Pérou, en fait, peut-être que je ferai un livre sur ces pays-là, mais pour l'instant, ça coûte des sous. J'ai pas forcément le temps de le faire non plus. Il faut trier, retoucher les photographies. Faut savoir qu'un livre, ça coûte extrêmement cher, donc il faut le rentabiliser aussi. Là, mon smartphone et moi, avec la période qu'on vit actuellement, j'en ai pas vendu énormément parce qu'il est sorti en février 2020, juste avant le confinement. Donc tout ça, en fait, c'est vraiment une question de feeling et de ressenti, en fait, pour conclure. On peut trouver vos livres, je crois, à Gilbert Joseph ou en vous contactant directement, hein, c'est ça? Oui, 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 c'est ça, exactement. Avant de terminer, j'aimerais évoquer l'idée que vous avez eue lors du premier confinement, justement, puisque vous en parliez à l'instant. Ce confinement vous a inspiré une série de photos. Alors, j'ai fait des impressions papier, c'est pas de très bonne qualité, mais j'aimerais que vous nous expliquiez comment vous est venue cette idée de faire une série d'autoportraits masqués lors du premier confinement et comment vous avez mis ça en place. Eh ben, je regardais les réseaux, les infos sur Internet, et puis on parlait de masques, on parlait de papier toilette, on parlait de ceci, cela, des pâtes alimentaires et tout. Et puis, euh, et puis en fait, j'ai beaucoup d'objets dans mon garage que j'achète en foire à tout, que je récupère sur les trottoirs, qu'on me donne pour créer aussi des sculptures, des collages, des lampes. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas les utiliser et recréer une sorte de cabinet de curiosité plus personnel et en autoportrait. En fait, j'ai jamais travaillé l'autoportrait et là, c'était une manière aussi d'allier les deux, c'est-à-dire marier les objets, les textures, donner une seconde vie aussi à tout un tas de créations d'objets divers, des objets en fait qui sont voués à être jetés à la poubelle en fait en général. Et moi, j'aime pas jeter et du coup, je récupère plein de choses qui me parlent et j'en fais d'autres choses. Et là, cette série, il faut dire qu'il n'y a aucune retouche numérique. Je me suis allongé par terre, j'ai mis en place des systèmes pour que les objets ne tombent pas. Et ça a donné ça. Et j'ai essayé de mettre aussi de l'angoisse, de la peur et d'autres émotions aussi. Pour cette photo-là, je crois, hein. C'est la psychose, c'est ça, celle-ci? Ou celle-ci, j'ai pas Il me forcément semble que donné de titre, mais la sculpture, enfin le collage, en fait, c'est du métal rouillé avec une plante maritime. C'est sur le thème de 20 milieux sous les mers, en fait. Donc, ce milieu confiné dans lesquels on se met en cage nous-mêmes, en fait. Donc, c'était un petit peu l'idée. Ouais. et ce nouveau confinement vous donne une nouvelle inspiration ou pas du tout? Pas du tout. Non. Pour terminer, Frédéric, dites-nous quels sont vos projets. Je crois qu'il y en a pas mal, hein. Ouais, je vais être bref parce que en fait là, je crée des choses pour la prochaine exposition aux Journées du Patrimoine 2021. Donc avec Dag, peintre plasticien, et Rémi Brumand-Varly, qui est historien, professeur d'histoire et écrivain, qui fait aussi du théâtre. Et donc je crée en fait, ma démarche là, ça va être vraiment sur le relief. Donc je crée des petites boîtes pour regarder des diapositives en relief. Mhm. Et je réfléchis aussi à comment rendre mes photographies plates en relief. Donc, je montre rien, je ne dis rien de plus, mais j'avance bien, même très bien, et voilà, j'ai hâte de montrer tout ça l'année prochaine. D'accord. On va hâte aussi. Frédéric, merci d'avoir répondu à mes questions. Bonne Oui, continuation. merci. Pardon. Bonne continuation. Merci, vous aussi, et puis à très bientôt. À Merci. bientôt.